On va en parler tout de suite de ces municipales avec nos éditorialistes Yves Tréhard, Elisabeth Martichoux qui vont nous rejoindre. On va notamment revenir sur la campagne des municipales à Paris, une campagne des municipales avec des enjeux nationaux. On va tout de suite écouter le patron de Renaissance, Gabriel Attal, invité ce matin d'RTL. Le chemin naturel, ce sera que les autres candidats se rangent derrière Pierre-Yves Bournazel, parce qu'il sera arrivé en tête au premier tour. C'est pour ça qu'on se bat. Donc moi, je ne vais pas être là à vous dire ce qu'on va faire dans un deuxième tour, alors que le premier tour n'a pas eu lieu. On se bat pour la candidature de Pierre-Yves Bournazel. C'est le choix de nos élus Renaissance à Paris, encore une fois, parce qu'il a le meilleur projet pour Paris. C'est celui qui travaille le plus sur un projet depuis le plus longtemps. Et donc, on va continuer à faire campagne et on verra le soir du premier tour. Et on va en parler avec vous. Bonjour Elisabeth Martichoux, merci beaucoup d'être là. Et bonjour Yves Tréhard, merci également d'être avec nous. On va parler des municipales et on va commencer par la campagne à Paris. On a vu ce sondage hier qui donne les deux candidats, Emmanuel Grégoire, candidat de la gauche hors LFI, et Rachida Dati, candidat de la droite et d'une partie du camp macroniste, au coude à coude. Le combat s'annonce serré. On parlait de ces campagnes locales à enjeu national. Là, on est en plein dedans, Yves. Oui, alors évidemment, c'est une campagne locale à enjeu national, mais je ne pense pas qu'elle dise grand-chose sur l'élection présidentielle. Pas du tout. Je pense que chaque campagne et chaque ville a sa propre histoire, ses propres enjeux. C'est vrai qu'à Paris, c'est passionnant parce que vous avez des têtes d'affiche qui, par définition, sont... pardon de l'expression qui est un peu facile, mais des stars, quoi. Vous avez Dati, Emmanuel Grégoire, qui n'est peut-être pas une star, mais qui est quand même, enfin, qui a du poids, qui est un député socialiste, qui a été premier adjoint, Sarah Knafo qui rentre dans la danse, Madame Chikirou, qui n'est pas la dernière, quand même, à donner son avis. Ouais, pour la France Insoumise. Et pour la France Insoumise. Donc tout ça, ça fait... Alors effectivement, il y a le cas Bournazel. En fait, candidat d'Horizon soutenu... C'est incroyable, parce que vous avez Dati, officiellement par Renaissance. Vous avez Rachida Dati, qui est soutenu par Sébastien Lecornu, si j'ai bien compris. Enfin, en tous les cas, ils déjeunent ensemble. Et je crois savoir qu'il soutient effectivement Rachida Dati, qui fait partie de son gouvernement, duquel elle doit d'ailleurs sortir d'ici à quelques semaines. Et puis, vous avez Pierre-Yves Bournazel, qui est soutenu par deux héritiers, entre guillemets, parce qu'il refuse évidemment cette notion, mais héritiers du macronisme, c'est-à-dire à la fois Gabriel Attal et Édouard Philippe. Et qui peut effectivement être important dans la balance. Après, il y a beaucoup de rumeurs qui disent que Pierre-Yves Bournazel, dans le cas d'un deuxième tour, appellerait plutôt à voter pour M. Grégoire. C'est pas pour ça que ses électeurs le suivront, d'ailleurs. Mais enfin bon, ça rend la campagne très compliquée, avec un électorat qui n'est pas facile à saisir. Par exemple, pour Sarah Knafo. Sarah Knafo, Éric Zemmour, donc c'est le même parti, faisait des très bons scores aux élections législatives et présidentielles dans l'ouest de Paris. Or, Sarah Knafo, prise seule comme candidate, dans les sondages, là, et dans les études d'opinion, fait des très bons scores dans le centre de Paris, beaucoup plus que dans l'ouest. Donc vous voyez, tout ça est assez mouvant encore, on va voir ce que ça donne. Mais à mon avis, c'est complètement inséparé des débats nationaux sur l'avenir de la France. Oui, c'est pas comme Marseille, parce qu'on en parlait il y a une semaine. C'est vrai que si Marseille était battu par le Rassemblement national, ça dirait beaucoup de la puissance électorale du parti de Jordan Bardella, qui n'a jamais été très flambant jusque-là au municipal. Donc ça donnerait une dynamique évidemment encore plus forte que ce dont elle bénéficie. Non, Paris, c'est très particulier, mais il y a quand même un enjeu qui est fort pour la gauche. C'est une ville de gauche. Et donc, l'enjeu, c'est l'alternance. Est-ce que Rachida Dati, qui, comme l'a dit très bien, est une star, arrivera ou pas à chipper la capitale à la gauche? Le Parti socialiste, c'est un enjeu fort, évidemment, pour lui. Après, c'est vrai que c'est très compliqué, parce que, comme vous disiez, alors Bournazel, soutenu par Édouard Philippe et Gabriel Attal, Rachida Dati, par une petite fraction des macronistes comme Sylvain Maillard ou le ministre Benjamin Haddad, Rachida Dati soutenue par le Premier ministre. Elisabeth, mais Maude Bréjon qui a annoncé hier matin sur LCI qu'elle soutenait Rachida Dati. Qui est une proche, elle, de Gérald Darmanin, qui lui-même doit être plus proche de Rachida Dati que d'Emmanuel Grégoire. Non, ça dit beaucoup de l'illisibilité, de l'éparpillement, le fractionnement de la vie politique. Alors ça va être passionnant quand même. Mais c'est vrai que Rachida Dati, elle est un peu fébrile.
c'est pas une promenade de santé, c'est une battante. Donc elle va se battre, elle multiplie là, les sorties médiatiques. Jusque-là, elle avait dit je fais du terrain, elle fait des vidéos, là on la voit partout dans les médias. Donc ça prouve qu'elle ne sait pas très bien comment ça va se passer, parce qu'elle est à la fois concurrencée par Bournazel, en effet. On ne sait pas très bien où ira son électorat, effectivement, au second tour. Et puis Sarah Knafo, qui est l'espèce de... Vous voyez, c'est un peu toute proportion gardée quand Éric Zemmour a fait irruption dans la présidentielle en 2022. Rappelez-vous, il avait fait des scores faramineux avant de finir à 7%. Sarah Knafo, c'est un peu la sensation. Il y a une partie de la droite qui est fascinée par cette candidature qui prône une capitale heureuse. On ne sait pas très bien quel est son programme, mais c'est l'attrait de la nouveauté. Et elle a effectivement, certains disent, elle ringardise Rachida Dati. Donc Rachida Dati, là, elle doit se garder de ses deux concurrents sur sa gauche, si je puis dire, et sur sa droite. Oui, effectivement, sur ce que disait Elisabeth, cette élection à Paris, elle met aussi en lumière les divisions au sein du camp macroniste. Ah bah oui, bien sûr, c'est un des principaux enseignements pour le moment, en tous les cas, c'est sûr, effectivement, avec deux candidats qui représentent d'une certaine façon le macronisme. Donc, Mathieu Valère, c'est un peu je dirais, l'histoire du macronisme. Hein. C'est-à-dire que le macronisme sans Macron, il s'effiloche. Donc, c'est ce qui va se passer, c'est ce qui va se produire. Effectivement, c'est la fin d'une ère. Et puis, on voit Gabriel Attal, la stratégie de Gabriel Attal en tant que président de Renaissance. Oui. Il soutient Louis Sarkozy à Menton. Oui. Il soutient Jean-Michel Aulas, concurrent de la gauche à Lyon. Il soutient Bournazel, qui est de centre-droit, mais qui pourrait basculer. C'est pas très lisible, c'est pas très compréhensible. C'est compliqué de suivre, hein, la stratégie du. Mais est-ce que c'est révélateur du fait que Renaissance n'a pas réussi son implantation locale? C'est-à-dire que là, ils en sont à pas pouvoir mettre de candidats estampillés Renaissance dans les grandes villes. Il y a un parti qui n'a rien à perdre parce qu'il n'a rien gagné, c'est Renaissance. Je veux dire, là, il n'y a pas de risque pour lui, si je puis dire, de compter ses pertes. Il n'a jamais rien vraiment gagné. Il y a peut-être une perspective à Annecy. Il y a Antoine Armand, vous le connaissez, qui a été un éphémère ministre de Bercy, qui est un député Renaissance. Un économiste, un grand spécialiste de l'énergie. Il avait fait un rapport assez remarqué sur l'énergie nucléaire à l'Assemblée. Il essaye de prendre la ville Annecy. Peut-être que là, mais sinon, il faudra qu'il compte, je ne sais pas comment, faire d'ailleurs sa comptabilité au soir du parti, verra qui l'a soutenu ici et là, et est-ce que ça a gagné ou pas. Mais est-ce que, paradoxalement, c'est pas lisible. Moi, je trouve ça illisible, la stratégie. Ça vous paraît lisible. C'est un peu logique, puisque, de toute manière, ils n'ont jamais cherché à s'implanter localement. Le macronisme n'existe que par Emmanuel Macron. Les députés qui ont été élus en 2017 et qui ont fait un raz-de-marée à l'Assemblée nationale n'ont été élus que sur le nom d'Emmanuel Macron. C'était tous des inconnus, pour la plupart, qui sortaient de nulle part. Enfin, et en tous les cas, très peu des écuries politiques. Donc, et Emmanuel Macron n'a jamais cherché à s'implanter. Regardez, quand il y a eu la crise des Gilets jaunes, on aurait pu imaginer que montent en première ligne des élus locaux avec Emmanuel Macron. Donc, qui est-ce qui l'a réglé, qui a essayé de la régler, la crise? C'est Emmanuel Macron qui est allé se déplacer lui-même dans des bourgs perdus de la campagne française. Enfin, jamais ça s'est... Il n'y a pas eu... Et c'est le drame, d'ailleurs. Enfin, c'est pas le drame, mais c'est l'histoire du macronisme. Ça ne tient que par un personnage. On n'est plus dans l'ère du militantisme, en plus, aujourd'hui. C'est terminé. La vie politique a changé. Vous voyez bien, LR et le Parti socialiste sont des partis qui ont bien du mal à survivre. Ils survivent que par leur implantation locale, d'ailleurs, eux. Mais est-ce que, paradoxalement, ça peut se révéler être une bonne nouvelle pour Sébastien Lecornu, ce manque d'implantation locale? Parce que lui, le soir des municipales, on peut dire qu'il sera comptable de rien. C'est-à-dire son camp ne va rien gagner, ne va rien perdre. Vous le décrivez un peu comme un planqué, je trouve. Non, pas du tout. Mais d'habitude, on regarde le Premier ministre, chef de son camp, le soir des municipales, en disant il a gagné, il a perdu. Est-ce qu'il doit en tirer des leçons politiques? Non, mais là, qu'est-ce qu'on dira à Sébastien Lecornu le 22 mars ce soir? Non, mais le camp est faible. Et Sébastien n'en est pas le chef. Sébastien Lecornu, le Premier ministre. Donc, si vous voulez, c'est difficile d'avoir cette lecture dont vous dites très bien qu'elle devrait être celle-là, parce que c'est la tradition.
Sébastien Lecornu, il essaye de rester jusqu'en mai 2027 et d'assurer un peu de stabilité. Et sans doute, au fil des mois, sera-t-il tenté par la présidentielle. Il n'y a pas beaucoup de gagnants dans ce débat, à l'issue de ce débat budgétaire, enfin presque issu, il reste encore 15 jours à peu près. Mais si ça passe, on pourra quand même le compter parmi les perdants, parmi les gagnants, pardon, lapsus. Et à partir de ce moment-là, on verra s'il se sent un destin présidentiel ou pas. Après tout, un de plus, un de moins, dans le bloc central, on n'est pas à ça près. Mais non, les municipales, il pourra se prévaloir de rien. D'ailleurs, il aura joué en rien. Est-ce qu'il va aller soutenir beaucoup de candidats? C'est pas dans son agenda. Son agenda, c'est de passer le cap des prochaines motions de censure et ensuite d'essayer de bâtir un programme législatif qui donne un peu l'impression aux Français qu'il y a quelqu'un qui pilote, qu'il y a un pilote dans l'avion. Mais on ne peut pas dire qu'il y a beaucoup de textes extrêmement structurants, notamment sur le plan économique, qui ont des chances d'être examinés d'ici mai 2027. Ce qui va être intéressant à l'occasion de ces municipales, c'est la participation aussi. Oui. Parce que, alors, c'est vrai que ça ne dit rien non plus de l'état d'esprit des Français sur le plan national, parce que c'est vraiment le bout de trottoir qu'ils défendent là. Mais quand même, après tout ce qui s'est passé, après cette vie politique complètement hachée, où on parle beaucoup du fait que les Français sont un peu dégoûtés, ont pris de la distance avec le débat, eh bien, on va voir si là, quand même, ils acceptent de participer aux élections. Et ça va être intéressant. Alors que les élections municipales, généralement, la dernière fois, c'était un peu particulier parce que c'était en plein Covid. Mais généralement, ce ne sont pas des élections à abstention. C'est des élections où les gens participent quand même. Il y avait un sondage Ipsos qui disait début janvier, alors c'est peut-être un peu loin, mais loin de l'élection, 7 Français sur 10 s'intéressent à l'élection municipale. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont aller voter? Pas, évidemment, pas forcément. Bien sûr, oui. Mais les enjeux, quand même, les concernent, comme toujours. La campagne à Paris et ses répercussions au niveau national, elle montre aussi la fracture entre le Parti socialiste et la France insoumise. On va écouter Emmanuel Grégoire, candidat de la gauche hors LFI, qui dénonce justement la brutalité de la campagne de la France insoumise. Je vois un peu la brutalité de LFI vis-à-vis de la gauche en général et du Parti socialiste en particulier. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'on a construit une union qui est très large. Voilà, on a pour objectif de faire le score le plus important possible le soir du premier tour. C'est l'illustration de ces fractures, Yves. Oui, enfin, cela dit, moi je trouve que Mme Chikirou, qui représente la France insoumise, on ne l'entend pas beaucoup. Même sur les réseaux sociaux, je trouve qu'elle n'est pas très présente. Elle fait une campagne, alors peut-être de proximité, je ne sais pas, dans les quartiers notamment, où elle pense pouvoir avoir une chance importante. Et ce qu'on ne dit pas aussi, c'est qu'une des forces de la France insoumise est passée au Parti socialiste, c'est-à-dire Daniel Simonet, qui est une figure, pour ceux qui connaissent la vie politique parisienne, de la France insoumise, eh bien, a rompu avec la France insoumise, avec Mme Chikirou, avec qui elle ne s'entendait pas du tout, pour rejoindre M. Grégoire. Et ça, c'est un gros caillou dans la chaussure, à mon avis, de Mme Chikirou. Donc on va voir. Moi, je pense que c'est pareil. Le rassemblement, la France insoumise, elle est exactement comme le Rassemblement national. Il faut qu'elle fasse encore ses preuves localement. Et là, je pense qu'il y a des grandes ambitions. Est-ce qu'à Paris, ça peut marcher? J'en sais rien. Est-ce qu'elle peut avoir une importance dans le résultat d'Emmanuel Grégoire? Pour le moment, elle n'a pas bougé, Mme Chikirou. On va voir. C'est la première fois que LFI s'investit ou investit autant de candidats dans des municipales. C'est la première fois qu'ils cherchent à s'implanter dans le cadre de ce scrutin. Y compris dans des villes locales. Après, Emmanuel Grégoire dit je suis frappé par la brutalité. Effectivement, elle ne va pas jusqu'à l'espace médiatique, en tout cas, cette brutalité. Mais lui, politiquement, il a tout intérêt à jouer et à vanter la prise d'indépendance du Parti socialiste à l'égard de LFI, puisque Sophia Chikirou peut évidemment lui prendre des points. Et vous parliez du Rassemblement national, Yves, le Rassemblement national qui joue aussi gros dans ces municipales, qui veut acter son implantation locale. C'est ce que nous disait il y a quelques minutes le vice-président du parti, Sébastien Chenu. Sébastien Chenu qui est revenu sur les mauvais sondages pour le moment du Rassemblement national à Paris. On l'écoute. Thierry Mariani se met en route et il part... Donc il ne se retirera pas? Ah ben non, puisque
nous avons des électeurs qui veulent être représentés. Mais est-ce qu'ils vont pas vers Sarah Knafo et Reconquête, ces électeurs? Est-ce que c'est pas aussi le problème du RN à Paris? Je pense que Reconquête, qui fait ses voix historiquement à Paris, dans les beaux quartiers, est une candidature, j'allais dire, de beaux quartiers. Le 16e arrondissement, le 7e, c'est là où Éric Zemmour faisait ses scores les plus hauts, a plus de difficultés à toucher l'électorat populaire auquel Thierry Mariani peut parler. Est-ce que c'est une difficulté d'électorat traditionnel à Paris ou est-ce que c'est la concurrence de Sarah Knafo qui fait que Thierry Mariani est aussi bas? Le Rassemblement national n'a jamais fait de bon score à Paris, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que Sarah Knafo est une redoutable concurrente, effectivement, qui sait parler, à mon avis, à tous les électorats, pas uniquement à l'électorat bourgeois, qui a un nouveau discours, effectivement. C'est dans la morosité actuelle qui essaye de réveiller un peu et de donner de l'espoir, d'avoir un projet qui soit un projet entre guillemets heureux. Ce qui est pas mal d'ailleurs pour une femme qui dénonçait la démondialisation heureuse. Enfin, c'est plein de paradoxes tout ça, mais enfin bon, peu importe. Puis Thierry Mariani, c'est un petit peu comme Sarah Tchekirou. Il est où? On le voit pas. Il fait pas campagne. Ou alors quand il fait campagne, enfin, il n'a pas franchi l'espace médiatique, comme dirait Elisabeth, effectivement. Thierry Mariani, et puis je crois que les électeurs, ils sont pas, écoutez, ils ont de la mémoire, ils sont pas idiots. Thierry Mariani, il y a quelques mois ou quelques années, il était dans le Midi, en PACA, en région PACA, pour faire campagne, pour représenter le Rassemblement national, justement. Et donc là, les gens comprennent plus rien, parce que maintenant, il vient à Paris. Les Parisiens, ce qu'ils aiment aussi, c'est l'implantation. Regardez, Rachida Dati, elle n'a jamais quitté Paris. Paris. Grégoire, il a évidemment aussi une légitimité. Sarah Knafo, sans doute aussi. Mais il y a quelque chose qui est assez particulier chez Mariani, à mon avis. Les gens se disent, c'est un parachuté, quoi. Oui, c'est les limites du discours du Rassemblement national qui pourrait imaginer que, quel que soit le candidat, il fera un score. À Paris, c'est pas vrai. Et comme vous le disiez très bien, Thierry Mariani, c'est le Sud. Ah oui. C'est le Sud depuis toujours. Et donc, il n'est pas du tout identifié à Paris. Jamais. Puis en plus, il l'a revendiqué, le Sud. Donc, si vous voulez, c'est assez curieux comme choix d'investiture, en effet. Et pour l'instant, on ne peut pas dire que ça produise son effet, ce qui n'est pas très bon, parce qu'il eût fallu que le Rassemblement national perce ou gagne de façon assez harmonieuse sur tout le territoire. Il y aura sans doute une erreur de casting à Paris, en effet, pour le parti de Jordan Bardella. Et des municipales qui se tiennent alors qu'on est encore en pleine instabilité budgétaire. Sébastien Lecornu n'a pas vu toujours le bout du tunnel sur le budget au Parlement. Un budget fustigé hier par Gérard Larcher. On voit ça avec Clément Guillonneau. Un budget qui passe à grands coups de 49.3 à l'Assemblée nationale et qui provoque la colère du président du Sénat. Le gouvernement ayant largement détricoté la dernière copie budgétaire de la Chambre haute. Cela reste un mauvais budget, co-construit avec le Parti socialiste et qui n'apporte pas les solutions dont le pays a besoin. Je pense qu'il fallait utiliser le 49.3 bien plus tôt. Pourtant, du côté du gouvernement, pas question de parler d'un mauvais budget et encore moins de dire que les sénateurs n'ont pas été écoutés. Sur le fond, et on a le droit d'avoir des désaccords, c'est aussi ça la démocratie, ce n'est pas un budget socialiste, ce n'est pas un budget macroniste, ce n'est pas un budget de droite. Je suis convaincue qu'il y a un travail possible avec le Sénat et prenez l'exemple de la contribution des collectivités territoriales. La contribution des collectivités territoriales telle qu'elle est in fine intégrée dans ce projet de loi de finances est essentiellement celle qui avait été demandée à la base par le Sénat. La semaine dernière, les motions de censure contre le gouvernement, déposées à l'Assemblée suite au 49.3 déclenché par Sébastien Lecornu, ont été rejetées. Un échec pour le président insoumis de la Commission des Finances. Est-ce qu'on a les moyens, est-ce que ce pays, notre peuple, a les moyens de supporter 18 mois de plus une politique qu'il a battue dans les urnes en juillet 2024 ? Il faut faire tomber une politique qui n'est pas bonne pour le pays, parce que c'est ça le problème. Ce budget est une catastrophe pour le pays. La copie budgétaire adoptée à l'Assemblée nationale devrait être transmise au Sénat pour un examen en commission mercredi et en séance jeudi. Elle reviendra ensuite à l'Assemblée pour un troisième et dernier 49.3. Voilà, Sébastien Lecornu qui devrait finir par faire passer son budget au Parlement, mais néanmoins, est-ce que désormais, il va devoir faire face à la fronde sénatoriale ?
Oui, parce que vous voyez l'élection du président du Sénat dans quelques années, où Sébastien Lecornu pourrait très bien concurrencer Gérard Larcher, c'est possible. C'est possible qu'aujourd'hui, Sébastien Lecornu n'a pas l'ambition présidentielle, et s'il n'a pas d'ambition présidentielle, il a peut-être une ambition sénatoriale, et qui est de monter jusqu'en haut du bureau du président. Donc on va voir ce qui est envisageable pour lui. Là, je pense que pour le moment, ce qu'il cherche avant tout, c'est à durer jusqu'en 2017. 27. Retour vers le futur. Retour vers le futur. Jusqu'en 2027, effectivement. La fronde sénatoriale, ça devrait passer, comme l'a dit Gérard Larcher, au nom de la raison. La logique. Il y a la logique et la raison. Voilà, eût voulu la censure, la raison nous impose et finalement que nous votions ce budget. Non, il va passer, mais c'est vrai que du point de vue des sénateurs de droite, majoritaires ici, ce budget n'a aucun sens politique. Et s'il en a un, de toute façon, il ne va pas du tout dans le sens du Sénat et du président du Sénat. Donc il a fait cette sortie depuis le début. Ça ne va pas entre Lecornu et Larcher, entre le Premier ministre et le président du Sénat. Il y a eu des tas de malentendus, des mauvaises façons, et puis je pense une exaspération extraordinairement forte à l'égard du macronisme et du président de la République. Donc elle se manifeste par la mise sous surveillance du budget avec cette procédure qu'a dégainé le président Larcher pour une surveillance, notamment sur le maintien du 5% auquel il ne croit pas. Il ne pense pas que ce budget, effectivement, maintienne le budget au niveau des 5%, donc on verra, mais ça devrait bien se passer. Elisabeth, est-ce que ça illustre pas aussi la difficulté des Républicains en ce moment, qui se disent dans l'opposition au gouvernement, mais qui font une campagne municipale avec les macronistes dans quasiment toutes les villes, ils font... Qui sont au gouvernement aussi. Qui sont au gouvernement, mais ceux qui sont au gouvernement ont été exclus des Républicains. Non, ils ne sont pas exclus. Suspendus. Qui s'opposent au budget, mais qui ne votent pas la censure. Bon, est-ce que ça illustre pas un peu les Républicains, c'est ce que j'ai écrit récemment dans un édito, c'est la droite titanique. Ils sont complètement perdus, les Républicains. Enfin, je veux dire, vous prenez l'Assemblée nationale, il n'y a pas un groupe homogène, ils sont complètement divisés. Il y a les sénateurs du Sénat, mais c'est vrai que les sénateurs du Sénat, les sénateurs de LR, mais même les sénateurs LR, je ne pense pas qu'ils forment un bloc homogène. Bon, c'est très compliqué. En tout cas, entre eux, il reste une opposition très forte entre Bruno Retailleau au Sénat et Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez tient à peu près ses troupes, on l'a vu à l'occasion de la motion de censure. Bon. Il a dit c'est un mauvais budget, mais on veut la stabilité. C'est à peu près ce qui s'est passé. On va voir, il reste 2 motions de censure. Il ne faut pas que ça s'érode si Sébastien Lecornu veut rester. Mais oui, bien sûr, vous l'avez dit, ils ont perdu hier une élection locale, LR face à la droite ciotiste. Donc oui, tout ça les met en grande difficulté. Ils sont derrière au premier tour. Oui, ils sont derrière au premier tour. Mais effectivement, ils sont largement derrière le candidat ciotiste. Vous l'avez dit. Tout ça, alors que Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau étaient allés de concert il y a une semaine. Un dernier mot, parce que c'est compliqué avec les LR, mais est-ce que Sébastien Lecornu, il n'a pas aussi fragilisé son camp avec ce budget? On va écouter ce matin l'ancienne Première ministre Elisabeth Borne. Moi, je ne me retrouve pas complètement dans ce budget qui revient sur vraiment des engagements forts qu'on a portés, par exemple sur la stabilité fiscale pour les entreprises. Et quand on parle de l'autonomie stratégique de la France et de l'Europe, on doit protéger nos entreprises et nos industries. Je note que dans le même temps, ce budget, il porte une augmentation des moyens de nos armées, de nos forces de sécurité, de la justice. Et ça, c'est important et ça répond à une inquiétude des Français. C'est dans la continuité des lois de programmation qui avaient été votées quand j'étais Première ministre. Et ce budget, il a le mérite d'exister. Compliqué aussi avec son camp, un petit mot, Yves? Oui, bien sûr. Il n'y a pas de camp, c'est pas un camp, c'est les Balkans. Voilà. Non mais ce budget, encore une fois, je l'ai dit, il n'y a pas d'orientation politique. Non, non. Et surtout, ça ne préserve pas du tout l'avenir. Allez, on va terminer avec l'histoire du jour.
Tout autre sujet, je vous emmène sur les traces du meilleur croissant de Normandie. C'est la une de Paris-Normandie où les élèves du lycée hôtelier de Canteleu se préparent pour le concours national des élèves en formation du meilleur croissant au beurre d'Isigny-Sainte-Mère. Ça rigole pas. Et fabriquer un bon croissant, c'est tout un art. On n'est pas n'importe où. C'est tout un art, mais c'est aussi de la science. Il faut une belle couleur dorée, un beau feuilleté, un bon dosage de beurre. Et c'est pas une recette rapide. Il faut réaliser la pâte, la mettre au frais une nuit. Après, il y a l'épreuve du tourage. C'est superposer la pâte dans un rectangle de beurre, plier le tout, le passer au rouleau, tout ça 3 fois, voire plus, découper la pâte, la façonner. Bref, on souhaite bonne chance à ces élèves pour le concours qui a lieu le 31 mars. Et c'est un titre important en Normandie parce que vous imaginez bien que là-bas, le beurre, c'est quasiment une religion. Ils vont vous envoyer une corbeille, non? Vous avez raison. Pour lundi prochain, par exemple. On lance un appel aux élèves de ce concours. On aimerait bien tous les 3 tester ces croissants. C'est une très bonne idée, Elisabeth. Merci beaucoup, Elisabeth. Merci beaucoup, Yves. Merci à tous de nous avoir... C'est ce qu'on appelle le journalisme alimentaire. Très beau. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Très bonne journée.